Bonsoir à tous. 76e jour de guerre contre le Hamas. Mon invité ce soir, le philosophe Bernard-Henri Lévy. On va évidemment retrouver nos correspondants pour évoquer la situation sur le terrain. Et on va aussi se pencher sur les mots d'Emmanuel Macron hier soir dans l'émission C'est à vous. On ne peut pas laisser s'installer l'idée que lutter efficacement contre le terrorisme serait de tout raser à Gaza, a notamment déclaré le président de la République. À mes côtés pour discuter avec Bernard-Henri Lévy, l'ancienne ministre de François Hollande, Juliette Méadel, l'éditorialiste Nicolas Domnac, ainsi que notre spécialiste des questions sécuritaires et militaires, Mathias Inbar, qui est avec nous depuis les studios de Tel Aviv. Bonsoir à tous. Alors je vous propose de retrouver tout de suite notre envoyé spécial à la frontière sud, Nicolas Laurent. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Anna. Le Hamas a rejeté hier la proposition de trêve d'Israël qui incluait une semaine d'arrêt des combats en échange de la libération de 40 otages. Aujourd'hui, le Hamas a même précisé qu'il ne procéderait plus à aucune libération d'otages avant la fin de la guerre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, Nicolas ? Oui, c'est un communiqué qui est venu torpiller le léger vent d'optimisme qui régnait ces derniers jours parce que la Maison-Blanche parlait de négociations très avancées. On savait que Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas, est actuellement en Égypte pour négocier la libération de nouveaux otages et éventuellement un cessez-le-feu. Mais le Hamas ne l'entend pas de cette oreille avec ce communiqué aujourd'hui publié disant qu'il ne voulait pas simplement d'une simple trêve, mais bien de l'arrêt des combats définitifs, d'un cessez-le-feu durable. Or, Israël n'est pas prêt à céder à cette demande. Benjamin Netanyahou l'a toujours dit, il l'a encore répété ce soir que la seule option pour le Hamas, c'était soit de mourir, soit de se rendre. Et donc, ça va créer évidemment beaucoup de peine pour les nombreuses familles d'otages qui se réunissent toujours dans le centre-ville de Tel Aviv tous les jours et qui espéraient une trêve, espéraient de nouvelles libérations. Ça ne sera vraisemblablement pas le cas. Ça ne veut pas dire que les dirigeants du Hamas ne vont pas une nouvelle fois changer d'avis. Ils ont changé leur fusil d'épaule à de nombreuses reprises. Ce sera peut-être le cas ces prochains jours, mais en tout cas, ce soir, la porte semble fermée. Et alors que depuis presque 2 jours, Nicolas, le sud et le centre d'Israël ne subissaient quasiment plus de tirs de roquettes, eh bien, aujourd'hui, les salves ont repris de plus belle, n'est-ce pas ? Oui, pour la première fois hier, il n'y avait pas eu d'attaque menée depuis Gaza sur les localités du sud d'Israël. Ça avait été une première depuis le 7 octobre dernier. On se demandait si ça allait être encore le cas aujourd'hui. On a eu la réponse très tôt ce matin avec les sirènes qui ont retenti dans le sud-est d'Israël. Et puis en début d'après-midi, encore une fois dans le sud, mais aussi dans le centre du pays, y compris à Tel Aviv, ce qui est assez étonnant parce que les taux se resserrent considérablement autour du Hamas dans la bande de Gaza derrière nous, avec des combats encore très intenses, à la fois dans le sud, avec des raids menés ciblés sur Khan Younes, sur Rafah, mais aussi dans Gaza City, à Tchejaïa et dans d'autres quartiers de la ville. Et puis le dernier front, juste derrière nous dans le nord, avec des combats toujours très intenses, car oui, Tsahal contrôle toujours Djebalia, Ben Renout, mais il y a des poches de résistance du Hamas et la menace terroriste n'est pas complètement éteinte dans le nord de la bande de Gaza. Merci Nicolas Laurent, direct avec nous depuis le sud d'Israël. Bernard-Henri Lévy, on m'apprend à l'instant que le Hamas, donc une dépêche AFP qui indique que le Hamas considère que l'objectif d'Israël de l'éliminer est voué à l'échec. Écoutez, on verra. J'espère que non. J'espère que le Hamas sera éliminé. Et je l'espère pour Israël et pour les Palestiniens. Alors vous avez vu que même Emmanuel Macron, on se souvient de ce qu'il a dit, Emmanuel Macron le 2 décembre depuis Dubaï, en disant que de toute façon ça prendrait 10 ans si la guerre devait avoir comme objectif d'exterminer le Hamas. C'est pas exterminer le Hamas, on n'extermine jamais un mouvement fasciste ou totalitaire, mais c'est en tout cas casser sa capacité de nuisance, briser ses centres de commandement. Ce que les Israéliens doivent faire avec le Hamas, c'est ce que les alliés des Kurdes ont fait avec Daesh en Syrie et en Irak. On n'a pas exterminé Daesh, mais enfin on a largement affaibli Daesh. Il faut mettre le Hamas hors d'état de nuire. Oui, hors d'état en tout cas, de dicter sa loi, et dans la région et ailleurs. C'est de ça qu'il est question. Et ça, c'est pas 10 ans. C'est quelque chose qui est tout à fait atteignable. Alors, j'aimerais qu'on écoute Emmanuel Macron hier soir. C'était sur France 5, interrogé sur la riposte d'Israël. Je ne veux pas rentrer dans une logique qui a très longtemps et qui est encore la logique israélienne, qui consiste à dire « c'est notre problème, ne vous en occupez pas ». Je dis, il y a une réponse sécuritaire
au terrorisme, qui n'est pas la destruction massive, y compris d'infrastructures civiles, et y compris en touchant des populations civiles. On ne peut pas laisser s'installer l'idée que lutter efficacement contre le terrorisme serait de tout raser à Gaza, ou d'attaquer de manière indistincte les populations civiles et de faire des victimes civiles. Et donc c'est pourquoi, tout en reconnaissant le droit d'Israël à se protéger, tout en luttant contre le terrorisme, eh bien nous revendiquons la protection de ces personnes et une trêve conduisante à un cessez-le-feu pour des raisons humanitaires. Alors qu'est-ce que vous inspire, Bernard-Henri Lévy, cette tentative de maintenir et en même temps de plus en plus illisible du président de la République? Écoutez, je crois que tout ça est raisonnable si on le dit au Hamas. C'est au Hamas qu'il faut dire qu'en effet, si on s'en prend les infrastructures, si les infrastructures civiles sont touchées, c'est parce que le Hamas s'abrite sous les infrastructures civiles. S'il y a des immeubles d'habitation qui sont détruits, c'est parce que le Hamas s'en sert comme ce dépôt de munitions ou centre de commandement. Il y a une solution à cette guerre. Il y a une solution très simple. Ce serait dans les faits que le Hamas déclare forfait. Ce serait que les chefs du Hamas, les chefs militaires et politiques, soient traduits devant la justice. Honnêtement, je voyais là tout à l'heure dans votre présentation Ismaël Haniyeh en Égypte. Moi, j'ai une question très simple. Qu'est-ce que fait Ismaël Haniyeh, cet ordonnateur des crimes du 7 octobre, ce criminel contre l'humanité? Qu'est-ce qu'il fait en Égypte? Qu'est-ce que fait M. Haniyeh en Égypte? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un pays parmi les 190 ou 180 pays signataires des accords d'Interpol, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un pays qui a diffusé une notice rouge concernant M. Haniyeh? Et comment se fait-il que le Qatar hier et l'Égypte aujourd'hui ne le mettent pas en état d'arrestation, ne l'obligent pas à rendre compte du forfait qu'il a commis? Enfin, je trouve ça ahurissant. M. Haniyeh est en Égypte en train de négocier un éventuel cessez-le-feu, de dire que c'est pas le moment, que c'est pas les conditions. Mais enfin, écoutez, on croit rêver. C'est ça le fond du problème. C'est pas inviter Israël à ceci ou à cela. C'est inviter les dirigeants du Hamas à rendre des comptes et à être mis en état de nuire par la justice internationale. Alors, Mathias Inberg, qui est avec nous en direct depuis Tel Aviv, voulait réagir. Bonsoir, Mathias. Oui, bonsoir. Ah non, j'aimerais réagir et surtout corroborer d'abord les propos de M. Bernard-Henri Lévy sur le fait qu'effectivement Ismaël Haniyeh est en Égypte et il est à quelques encablures prochainement d'une destination du président Macron lui-même, puisque le président Macron se rendra en Jordanie pour rendre visite aux soldats français qui s'y trouvent pour les fêtes de Noël. Et c'est effectivement ahurissant dans le cadre justement de ces crimes de guerre commis le 7 octobre que Ismaël Haniyeh soit actuellement invité par les renseignements militaires égyptiens à donner sa position. Mais j'aimerais surtout revenir sur la position d'ailleurs du président Macron. Lorsqu'il dit que effectivement abattre le Hamas, ce n'est pas signifier forcément écraser et raser la bande de Gaza. J'aimerais véritablement le renvoyer aux images de l'opération Chamal. À l'époque contre Daesh, justement, que connaît bien votre invité Bernard-Henri Lévy, en Syrie et en Irak, lorsque les bâtiments civils étaient utilisés, parfaitement utilisés, à l'époque par les djihadistes de Daesh et Al-Qaïda. Cela n'a absolument posé aucun problème aux chasseurs et aux renseignements français d'abattre, finalement de rendre une incapacité totale d'urbanisation ces villes de Fallujah et de Mossoul. Et c'est la vraie question. Pourquoi il y a un double standard? Pourquoi cela n'a pas posé de problème à l'époque en Irak? Et là, cela pose problème, sachant en plus que les images que l'armée israélienne prend le temps, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs de l'armée française ni de l'armée américaine, de montrer véritablement les images des GoPro, des casques, de ce qui se passe du côté de l'armée israélienne lorsqu'elle rentre par exemple dans une école, dans une mosquée ou autre lieu civil, dans un hôpital. Lorsque le directeur de l'hôpital, par exemple Kamal Adwan, dit très clairement « j'ai 16 personnes de mon effectif qui sont des membres des Edim El-Qassam, la branche armée militaire du Hamas ». Mathias, comment ont été perçues en Israël les déclarations d'Emmanuel Macron hier soir?
Pour l'instant, elles n'ont quasiment pas été commentées. Je dois dire qu'effectivement, elles n'ont pas été commentées ni par le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen, ni par le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Eh bien, c'est intéressant ça, Bernard-Henri Lévy. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, la France parle par la voix du président de la République, et en Israël, ça fait pchit. Ça dépend. Je crois que la France a toujours une grande voix. Vous le croyez vraiment encore? Ou vous voulez le croire? Non, je le crois. Lorsque le président Macron a présenté, par exemple, l'idée de ressusciter la coalition anti-Daesh contre le Hamas. Oui, quand il s'est rendu en Israël... ça a été entendu dans le monde entier. Beaucoup ont été contre, quelques-uns ont été pour. Non, je crois que la voix de la France compte. Hier soir, il était question d'autre chose. Il était question de la loi sur l'immigration qui venait de voter c'est des déclarations très fortes de dire que Israël veut tout raser à Gaza. C'est-à-dire que c'est pas comme ça qu'on lutte efficacement contre le terrorisme, a déclaré le président Macron en donnant une leçon à Israël. Oui, je crois que ce que vient de dire votre correspondant est profondément juste. Et en effet, je connais cette histoire assez bien. J'ai réalisé un film qui s'appelle la bataille de Mossoul, qui est disponible sur la plateforme d'Arte encore aujourd'hui, et où on voit très bien cela. J'étais embedded avec une unité de la division d'or irakienne, et j'ai vu, en effet, la manière dont on faisait cette guerre atroce contre Daesh en atteignant évidemment des cibles civiles. C'était un crève-cœur, j'en ai encore des cauchemars la nuit. Mais enfin, ce qui est étrange, c'est le 2 poids et 2 mesures. À l'époque de la bataille de Mossoul, de la bataille de Raqqa, personne n'était particulièrement... Moi, j'étais embarrassé et hanté, mais pas les responsables occidentaux. Aujourd'hui, c'est la même chose avec la guerre d'Israël contre le Hamas. Donc il y a vraiment un 2 poids et 2 mesures en défaveur d'Israël qui est hallucinant. Dès le lendemain du 7 octobre, à la vérité, hein, non ? Dès le lendemain du 7 octobre, bien sûr, on a trouvé des excuses au Hamas qu'on n'avait jamais trouvées à Daesh. On a invité Israël à des précautions qu'Israël d'ailleurs s'infligeait lui-même, mais auquel on n'exhortait pas les alliés de la coalition anti-Daesh à Raqqa, et ainsi de suite. Bien sûr que ce 2 poids et 2 mesures anti-Israël, il est à l'œuvre depuis les lendemains du pogrom. J'étais en Israël le 8 octobre. Voilà, vous avez pris l'avion dès le lendemain. Et j'entendais cela et j'étais sidéré. Moi qui... J'ai une certaine... En effet, j'ai vu depuis même avant ça, au Pakistan, les efforts de la coalition internationale contre Al-Qaïda et contre Daesh. C'est la première fois que l'on renvoie quasiment dos à dos les organisations islamistes et l'État démocratique qui les affrontent. Comment se fait-il, et peut-être que c'est l'explication du 2 poids 2 mesures, mais que vous qui êtes sur le terrain, que la France n'aide pas plus sur le plan humanitaire? Qu'est-ce qui nous empêcherait à nous, la France, sans même aller jusqu'à prendre une position? Parce que j'entends d'ici ce que dira le Quai d'Orsay. Mais comment se fait-il qu'on ne déverse pas des tombereaux d'aide humanitaire, mais y compris en Israël? Parce que je veux dire, on peut tout à fait considérer qu'Israël a été victime. Donc comment se fait-il qu'on n'amène pas aussi de l'aide à tout point de vue? En réalité, ce serait quand même un signe de soutien qui ne serait pas une façon d'être embringué dans une guerre, mais ce serait quand même le minimum vital que d'amener de l'aide aussi à Israël. Oui, à Israël et à la population civile de Gaza aussi, qui en a un urgent besoin. Comment se fait-il que, au lieu de laisser la diplomatie égyptienne discutailler avec M. Haniyeh, pourquoi est-ce qu'on ne tord pas le bras à l'Égypte pour l'inviter, pour la contraindre à laisser passer, à ouvrir sa frontière à une aide humanitaire massive qui entrerait à Gaza et bien sûr en Israël. Mais aujourd'hui, ce qui intéresse les chancelleries occidentales, et parce que c'est ce qui intéresse le monde entier, c'est cette espèce de fièvre qui s'empare d'elle chaque fois qu'Israël est impliqué, chaque fois qu'Israël est dans le débat. Donc voilà, c'est ça l'agenda de la communauté internationale. Regardez les Nations Unies, regardez les déclarations de M. Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, dès le premier jour. L'attaque du Hamas, le pogrom du 7 octobre, dit-il, première réaction, n'est pas arrivé dans un vide, in a vacuum. Oui. Autrement dit, ce sont les Israéliens eux-mêmes qui étaient responsables, pour le secrétaire général de l'ONU, de
l'atroce malheur qui venait de leur arriver. Le ton était donné, le 2 poids et 2 mesures était énoncé ce jour-là. Donc on déroule ce fil depuis le 7 octobre. Dans votre bloc-notes du 10 octobre, c'est-à-dire 3 jours après le pogrom, vous écrivez, au fond, ça revient toujours à dire que les Juifs sont à la fin des fins responsables de leur malheur. Bien sûr, c'est ce qu'on ne cesse de dire, c'est le contexte. Lorsqu'on demande aux recteurs des universités américaines si des propos antisémites ou appelant au génocide ou appelant au crime anti-juif. Vous parlez des 3 présidentes ? Les 3 présidentes. Oui, auditionnées au Congrès ou au Sénat, je ne sais plus, sont légitimes. Elles ont répondu, ça dépend du contexte. Génocide, appel au génocide, ça dépend du contexte. Acte de génocide absolument interdit, appel à cet acte, ça dépend. Ça peut être considéré comme de la liberté d'expression selon le contexte. On en est là avec Israël, c'est terrible. Il faut dire haine des Juifs ou antisémitisme. Ce débat-là sémantique vous paraît pertinent ou pas ? Aujourd'hui. Alors pour moi, c'est un débat inintelligible. L'antisémitisme, c'est la haine des Juifs. Et aujourd'hui, c'est évidemment les deux. Il y a une vague dans le monde entier, et y compris aux États-Unis, qui était considérée par les Américains eux-mêmes, d'ailleurs, comme une sorte de havre préservé de cette lèpre mondiale. Il y a une vague qui est en train de déferler, bien sûr, sur le monde, à laquelle il faut résister avec sang-froid, avec sagesse, avec force aussi, mais en effet, elle est là. J'étais aux États-Unis il y a encore quelques jours et j'ai été épouvanté. Dans les rangs démocrates, dans les rangs républicains, voilà. Mais il y a heureusement des femmes et des hommes aux États-Unis qui font front. Le président Biden, d'ailleurs, au premier chef. On va y revenir sur les États-Unis, mais j'aimerais qu'on retrouve notre envoyée spéciale Noémie Aliwa dans le nord d'Israël. Bonsoir Noémie. On a appris que Tsahal a ciblé plusieurs positions stratégiques du Hezbollah au sud du Liban. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Écoutez Anna, la tension continue de monter ici au front nord à la frontière israélo-libanaise avec des incidents sécuritaires qui se multiplient, avec des agressions du Hezbollah qui se poursuivent, avec depuis ce matin au moins 2 tirs de missiles anti-chars qui ont visé les localités israéliennes d'Avivim et de Dovev. L'un des deux a touché de plein fouet une voiture qui a pris feu. Il y a eu 2 Israéliens qui ont été légèrement blessés suite à cela. Et puis l'armée israélienne, comme toujours, réplique immédiatement. Elle a répondu par des tirs d'artillerie qui ont visé la source des tirs qui provenaient du Liban. Il y a eu également un petit peu plus tôt dans la journée une suspicion d'infiltration terroriste également dans des localités du nord d'Israël, et l'armée israélienne a appelé la population à rester chez elle le temps de gérer la situation. Encore plus tôt dans la journée, il y a eu aussi un engin volant, sans doute un drone, qui a pénétré l'espace aérien israélien. Il a immédiatement été abattu par l'armée israélienne. Et puis un petit peu plus tard, il y a environ 2 heures, des tirs de roquettes également sur le nord d'Israël, avec un impact direct dans la ville de Metula. Si l'on met bout à bout tous ces événements les uns à la suite des autres qui ont eu lieu simplement depuis ce matin, eh bien on voit qu'au front nord la situation reste très tendue et qu'elle peut encore dégénérer à tout moment. Merci Noémie, en direct avec nous depuis le nord d'Israël. Juliette Méadel, vous aviez une question pour nous. Toujours sur le 2 poids 2 mesures, Bernard-Henri Lévy. Pourquoi ne parle-t-on pas de crimes contre l'humanité pour désigner les actes du 7 octobre à l'endroit des Israéliens ? On parle de crimes de guerre à l'endroit d'Israël contre les Gazaouis. On n'entend jamais parler de crimes contre l'humanité, alors que le Hamas a cherché à atteindre la dignité des femmes et des enfants qui ont été lacérés et qui ont été filmés en train de mourir. Cette atteinte à la dignité, est-ce que ce n'est pas exactement un crime contre l'humanité ? Ils ont été filmés en train de mourir. Les assassins se sont auto-filmés en train de se congratuler et de demander à leur famille à distance les félicitations du jury. Donc il y a là évidemment des crimes contre l'humanité caractérisés. Je pense que si on les caractérisait comme tels, cela obligerait ceux qui le font à des décisions immédiates, c'est-à-dire à des décisions en termes de droit international. Des criminels contre l'humanité, en effet, on ne les laisse pas, encore une fois, aller se pavaner et aller bavarder et faire semblant de faire la diplomatie en Égypte. On les arrête. Ils ne passent pas une frontière. Et alors c'est quoi ? C'est de la lâcheté ?
international, Bernard-Henri Lévy? Oui, c'est une complaisance avec les assassins, une complaisance avec les États qui les sponsorisent. C'est une volonté de ne pas froisser le Qatar qui les héberge. Ce sont des accords avec l'Algérie qui est en train apparemment de les héberger après le Qatar. Mais enfin, quand a-t-on vu des responsables de la mort de centaines de femmes, d'enfants et d'hommes, que l'on prévient très gentiment, c'est ce qu'a fait le Qatar, qu'ils risquent d'être mis, que leur vie n'est plus, leur sécurité n'est plus assurée, qu'on les invite à entrer gentiment dans leur avion privé pour se rendre dans les plus brefs délais dans l'Algérie qui va les accueillir sur tapis rouge. Enfin, on n'a jamais vu ça. On ne prévient pas des terroristes de ce calibre, des terroristes, des criminels contre l'humanité. On ne les prévient pas qu'ils ont 48 heures pour faire leur bagage avec leur personnel et de se rendre dans une villa à Alger qui les attend. Il y a là une forfaiture de la communauté internationale et de certains pays occidentaux qui est en effet sans précédent. Sans précédent. Qu'attend-on? Interpol, police internationale, justice internationale, qu'attend-on pour mettre M. Haniyeh et les autres, Khaled Meshal, les chefs du Hamas, politiques et militaires, devant leurs crimes? Nicolas, oui, je voulais que vous me précisiez, quand vous avez dit tout à l'heure la France compte. Elle compte pourquoi exactement maintenant? Si on prend quelques exemples en Afrique, ses positions reculées, au Liban, ça a été une catastrophe. On voit contre les Hutus, il semble qu'elle est une action qui ait quelque efficacité, mais sur Israël, comme on comprend, enfin la position semble une espèce de bascule, pas très claire. Mais donc, qu'est-ce que vous entendez par la France compte? Bon, elle recule, mais elle compte. Sa voix compte parce qu'elle est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que c'est une puissance nucléaire et parce que c'est un pays qui a une grande histoire et parce qu'elle a à sa tête un président qui est à peu près le seul en Europe, qui est une vision du monde articulée et une ambition internationale. Voilà. Alors après que sa position soit illisible, ça c'est une autre affaire. Mais en effet, je pense que la voix compte. Nous ne sommes pas encore, et loin de là, le Liechtenstein. Oui, mais qu'elle soit illisible, c'est quand même un problème. Hein. Oui, j'aimerais qu'elle soit plus lisible, bien sûr. J'aimerais qu'elle soit plus engagée, plus fermement. Elle l'a été, elle le sera, on verra. Enfin, la voix de la France est une grande voix. On va écouter Mathias Inbar qui voudrait intervenir, me dit-on. Non, je viens de recevoir l'information selon laquelle effectivement la Suisse va interdire et va écouter le travail de recherche qui a été préalablement fait et interdire les activités et financières et le Hamas sur son territoire. Et la vraie question qui se pose, c'est effectivement, si on reprend les propos du président Macron prononcés à la COP28, à savoir que finalement la guerre contre le Hamas, elle était aussi financière. Je pose la question, le Hamas, l'aile politique du Hamas n'est toujours pas interdit en France. Et il y a aujourd'hui des ONG au nom des frères musulmans, au nom de l'activité sociale, qui financent les activités du Hamas sur le sol français. Lorsqu'on voit par exemple que le Qatar finance plusieurs milliards de dollars les campus universitaires, ces mêmes campus universitaires où il y a des propos, selon effectivement disait à l'instant Bernard-Henri Lévy, qui appellent au génocide, c'est une vraie question aujourd'hui. Si la France décide d'être au devant du combat contre le djihadisme ou contre le terrorisme, il faut que aussi le Hamas soit considéré comme organisation terroriste à part entière, comme le Hezbollah par exemple ne l'est pas. C'est uniquement l'aile militaire du Hezbollah qui est considérée comme organisation terroriste et non pas l'aile politique. Quelle est la différence entre des terroristes au col blanc et des terroristes qui ont des treillis, alors qu'on sait pertinemment que des ONG sont sur le sol français pour le compte du Hezbollah ou pour le compte du Hamas et qui financent les activités illicites de leur organisation terroriste. Oui, c'est tout à fait exact. Il y a d'ailleurs, y compris sur certains campus français, que ce soit HEC, que ce soit d'ailleurs, je crois, ce soir ou dans quelques jours à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, il y a des organisations, des groupes liés indirectement ou directement aux organisations terroristes palestiniennes qui tiennent le haut du pavé, qui s'expriment ouvertement. Cela n'est pas convenable. Là encore, deux poids et deux mesures. Le Hamas
et le Hezbollah sont des organisations terroristes qui devraient être traitées comme telles, sans ménagement, sans distinction. Mais alors c'est quoi? C'est une guerre de la communication qui est mal menée, qui ne peut pas être menée de façon efficace? Oui, c'est une guerre idéologique. Je me rappelle, après le 11 septembre, il a fallu du temps aussi pour prendre la mesure de ce qu'était Al-Qaïda. Je me souviens, lorsque je suis parti au Pakistan, c'était en 2002, j'avais passé un certain nombre de mois à enquêter sur la mort de ce journaliste américain, Daniel Pearl, enlevé, décapité par Al-Qaïda. Je me souviens, il a fallu des mois pour sortir de la culture de l'excuse, pour arrêter avec l'idée que si ce jeune Américain avait été décapité, arrêter avec l'idée que c'est parce que les types avaient été humiliés, parce que la misère sociale engendrait la violence. Et c'est vrai qu'il faut du temps à des démocrates pour comprendre les ressorts de la barbarie, pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un humain. D'ailleurs, c'est pas des animaux, c'est pas tout ça, c'est des conneries. Ce sont des humains barbares. Il faut du temps, dans les années 30, pour comprendre ce que ce fut qu'un nazi. À part pour quelques-uns, il a fallu du temps. Donc c'est le temps qu'il faut. Donc on est dans ce temps de latence-là. Oui, dans ce temps de latence, dans ce temps de prise en compte de cette abomination qu'est un humain qui tourne le dos à l'humain. Qu'est-ce que c'est que l'inhumanité? C'est une question difficile, vertigineuse, qui plonge une conscience démocratique raisonnable dans un abîme de perplexité. Merci. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette édition spéciale. Merci Mathias d'avoir été avec nous. Une petite pause et on se retrouve à tout de suite. Merci de nous rejoindre pour la suite de cette édition spéciale. Nous sommes avec le philosophe Bernard-Henri Lévy, l'ancienne ministre de François Hollande, Juliette Méadel, l'éditorialiste Nicolas Domnac. Et on accueille le journaliste Maurice Fergan qui est avec nous depuis les studios de Tel Aviv. Bonsoir Maurice. Bonsoir. Alors j'aimerais qu'on dise un mot, Bernard-Henri Lévy, sur cette polémique autour de la bougie de Hanouka qui a été allumée donc, par le grand rabbin de France, Haïm Korsia, à l'Élysée et dont Emmanuel Macron s'est défendu hier soir. J'ai allumé la bougie du souvenir, qui est la petite bougie rouge d'ailleurs que vous voyez là, qui n'a aucun caractère religieux, aucun. Le grand rabbin a pris l'initiative, prenant cette bougie, qui est la bougie du souvenir d'Auschwitz. Et je considère que ça, le président de la République est dans sa fonction, il n'y a pas de sujet. Et lui a allumé les premières bougies d'une fête, qui est une fête religieuse d'Hanouka ici. En votre présence. En ma présence. Est-ce que j'y ai participé? Non. Est-ce que c'était le but de cette rencontre? Non. Alors, est-ce qu'il fallait que je bondisse sur le grand rabbin, que je le plaque au sol en lui disant « Ah !» Non. Est-ce que c'est un geste religieux qui choque les autres religions ou les non? Non. Il a allumé des bougies. Bernard-Henri Lévy, ça vous inspire quoi? Et l'acte d'avoir reçu à l'Élysée le grand rabbin de France allumant une bougie de Hanouka et cette défense. Il n'a pas reçu à l'Élysée le grand rabbin allumant. Il a reçu le grand rabbin. Lequel a allumé? Ce qui est dans ses prérogatives de président de la République française. Absolument. Et le grand rabbin a allumé... En sa présence, une bougie à l'Élysée. Eh bien, et puis après, qu'est-ce que je ne vois là aucune atteinte à la laïcité. Je crois que les gens mélangent tout. La laïcité, c'est pas l'interdiction d'allumer la première bougie de Hanouka à l'Élysée. La laïcité, c'est pas ça. La laïcité, c'est l'égalité entre les religions. C'est la séparation des églises et de l'État. Oui. Non, c'est l'interdiction faite à l'État d'affirmer une préférence entre une religion et une autre, et l'interdiction faite aux religions d'interférer dans la fabrication de la loi. C'est ça, les deux piliers de la laïcité. L'État n'a pas à choisir parmi les religions et les religions n'ont pas à faire la loi. Oui, mais symboliquement, la religion, quelle qu'elle soit, n'a pas à rentrer dans le sanctuaire de la République laïque qu'est l'Élysée. Écoutez, les grands textes de la laïcité, des Lumières à nos jours,
ne disent pas que un religieux n'a pas à entrer dans un... Ah non, un religieux peut rentrer, mais pas d'acte religieux au sein de ce sanctuaire. Non, mais le problème, c'est pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant, alors qu'il a un peu trébuché, il n'est pas venu manifester sur la grande manifestation contre l'antisémitisme. Nicolas va vous dire que c'est pas seulement un peu. C'est pas trébuché, c'est vraiment un ratage avec l'histoire. C'est pour être un peu féministe. Mais, enfin, il s'est peut-être rattrapé, peut-être a-t-il regretté de ne pas avoir manifesté contre l'antisémitisme, a-t-il eu à cœur d'assister à l'allumage de la première bougie d'Hanouka. Donc c'était inédit et pas tout à fait normal dans un État laïque. Est-ce que vous êtes certaine que c'est inédit? Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'autres présidents de la République? Du temps de François Hollande, je sais que ça n'a pas eu lieu. Est-ce que vous êtes certaine qu'il n'y a pas eu, chez les présidents précédents Emmanuel Macron, un exemple d'un acte de ce type accompli à l'Élysée par un dignitaire religieux, juif ou chrétien? J'en suis pas sûr. Pas filmé comme ça et pas dans un contexte où on l'attendait pour la manifestation contre l'antisémitisme et où on sent bien que c'est du rattrapage. C'est ça qui va pas. Le jour de Hanouka, c'est le jour de Hanouka. Ni Haïm Corsia, ni Emmanuel Macron n'ont inventé ce jour-là. C'était le premier jour d'Hanouka. Non, mais ce qui est plus important, c'était qu'il n'a pas participé, il n'a même pas accueilli la grande manifestation contre l'antisémitisme et pour la République. C'est-à-dire, l'explication qu'il a donnée était d'un filandreux absolument incroyable. Vous voulez qu'on écoute sa dernière version de l'explication? Parce qu'il s'est expliqué à de nombreuses reprises, et c'est la version d'hier soir. Qu'est-ce qui se serait passé à la seconde si j'y avais été? D'abord, les gens auraient dit, c'est donc ça son travail. La deuxième, c'est qu'à juste titre, d'autres ne s'étaient pas reconnus dans ce combat en disant... Vous aurez demandé de manifester à leur côté. Oui, mais légitimement, le lendemain, on disait, mais donc pour vous, le racisme, c'est moins important que l'antisémitisme. Et donc, ils m'auraient dit, donc, nous, on va faire une marche dimanche prochain contre le racisme, vous allez en être. Ou alors, si vous en êtes pas, c'est que donc vous êtes moins sincère. Non, mais ce qui était en jeu était quand même de l'ordre de l'essentiel dans cette manifestation. Je veux dire, il n'y a pas à mettre sur le même plan qu'une manifestation du samedi-dimanche ritualisée. Oui, je ne vous dis pas le contraire, d'autant qu'aujourd'hui, grâce au ciel, on n'assiste pas à une vague raciste en France. En revanche, on assiste à une vague d'antisémitisme. Exactement. Et c'est à ça que cette manifestation répondait. Et moi, je suis de ceux qui pensent que, en effet, la place d'un président de la République face à la vague antisémite et d'être à la tête de la manif, de même que si demain il y avait, ce qu'à Dieu ne plaise, autant que pour l'antisémitisme, une vague raciste en France, sa place serait en tête de la manif antiraciste. Oui. Il n'a pas jugé bon, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je vous dis? Vous qui avez connu Mitterrand, François Mitterrand, je sais que Carpentras, c'est pas tout à fait pareil, mais quand même, qu'est-ce qui les distingue? Qu'est-ce qui les distingue? Je ne sais pas. Mitterrand, ce jour-là, je me rappelle bien de l'effet de surprise d'ailleurs. Et ben peut-être, je ne sais pas, peut-être François Mitterrand, ce jour-là, a-t-il senti le souffle de l'histoire universelle en train de balayer la France. C'est ça, est-ce que c'est pas le rapport à la tragédie? Je veux dire, comme Sarkozy ignorait que l'histoire fut tragique, est-ce qu'il n'y a pas un côté de Macron qui est aussi pêche de ce côté-là? Je ne sais pas. En tout cas, François Mitterrand avait d'autres défauts, notamment sur la question de l'antisémitisme d'ailleurs. Enfin, il avait le sens du tragique, il avait le sens de l'histoire, il avait connu les épreuves les plus. C'était une autre génération. Depuis, vous me parlez de Nicolas Sarkozy. Les derniers présidents de la République sont des hommes jeunes, plus jeunes que moi hélas, qui ont moins de souvenirs, ils sont moins proches de ce tragique absolu. C'est vrai, il y a quelque chose là qui est peut-être en train de se perdre, c'est possible. J'aimerais qu'on dise un mot de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qui s'est passé, parce que mardi, la Cour suprême donc, du Colorado a jugé Donald Trump inéligible donc, à la prochaine présidentielle au titre du 14e amendement. Bernard-Henri Lévy, vous aviez levé ce lièvre dès la fin du mois d'août dans votre bloc-notes du Point. Vous avez écrit « Au chapitre des folies françaises, il y en a une très étrange que l'on entend de plus en plus, c'est l'idée d'un Donald Trump qui resterait contre vents et marées le favori de la présidentielle à venir et qui même condamné
à une fraction des 641 années de détention qu'il risque en théorie, pourrait faire campagne depuis sa prison et, une fois élu, s'autogracier. Et vous ajoutiez, je sais que cette folie est aussi une folie américaine et qu'elle agite la frange la plus extrémiste de l'électorat républicain, mais elle n'a pas de sens. Et tous les juristes sérieux, avez-vous écrit, s'accordent à dire qu'elle est, contrairement à ce qui se lit partout, exclue par la Constitution. C'est le 14e amendement. Vous l'aviez vu et on a attendu la presque fin du mois de décembre pour qu'une décision de justice dise la même chose que vous. Oui, la Cour suprême du Colorado. Oui. Et le 14e amendement, ça n'est pas n'importe quel amendement. C'est considéré par les Américains et notamment par les constitutionnalistes comme une quasi-seconde déclaration d'indépendance des États-Unis. Parce que c'est la série d'amendements qui succède à la guerre de sécession, c'est-à-dire à ce moment où les États-Unis ont failli se fracturer. Et c'est un amendement qui est le 14e, qui est directement dirigé contre les esclavagistes du Sud, qui venaient d'être vaincus, et qui venaient de tenter de casser l'État américain, et qui risquaient de revenir par la fenêtre du Congrès. Et on le leur a interdit par cet amendement. Et en principe, cet amendement est sacré pour tout patriote constitutionnel américain. Donc la Cour suprême du Colorado l'a dit hier. Je crois, si vous voulez mon avis, qu'il y aura d'autres cours suprêmes, d'autres États qui, dans les semaines qui viennent, au lendemain des fêtes, diront la même chose. C'est-à-dire diront qu'il y a un vrai problème. Un président accusé, inculpé, pas nécessairement convaincu d'avoir porté atteinte à la Constitution, n'est pas un candidat n'est pas éligible à quelque office que ce soit, a fortiori la présidence des États-Unis. Donc on va voir. Moi je crois qu'il y aura une vraie bataille juridique, bienvenue d'ailleurs aux États-Unis, sur cette question-là. Est-ce que le candidat Trump est fit for office ou non? Est-ce qu'il est légitime pour demander une réélection ou pas, en vertu de ce 14e amendement? Et alors là, pour le coup, cette question pourrait peser très sérieusement et très lourdement sur les deux guerres en cours, que sont donc la guerre en Israël et la guerre en Ukraine. Absolument. Oui, parce que je crois que dans les deux cas, une réélection de Trump serait une catastrophe pour l'Ukraine, c'est évident. Puisque Trump a d'ores et déjà déclaré que s'il était réélu, l'affaire se réglerait en 15 secondes ou en 24 heures, c'est-à-dire évidemment par une proposition de reddition à Poutine, et en Israël d'une autre manière, je le crois aussi. Donc bien sûr, c'est capital pour le monde. L'élection américaine, c'est une drôle d'histoire. C'est quelques swing states qui se décident en général d'ailleurs sur les problèmes ultra-locaux, sur une question de houillère dans l'Iowa ou sur une question de droit des casinos dans le Nevada, et qui vont influer la politique internationale. C'est une des grandes folies de la vie sur la planète Terre en ce moment. Mais c'est comme ça. Il y aura... ça va être l'enjeu des prochains mois. Espérons que le peuple américain aura la sagesse de le voir. Alors, on va retrouver notre correspondant à Washington, Antoine Eulard. Bonsoir, Antoine. La décision de la Cour suprême du Colorado, est-ce qu'elle a fait l'effet d'une bombe ou alors d'un pétard mouillé ? Écoutez, c'est un petit peu les deux. Ça a d'abord fait l'effet d'une bombe lorsque la décision a été prononcée il y a 2 jours. D'abord parce que c'est du jamais vu, et puis ensuite parce qu'on a du mal encore à évaluer les répercussions de cette décision. Alors ce qui est certain, c'est que Donald Trump va faire appel. Ses avocats dénoncent une décision antidémocratique. Le dossier va donc remonter jusqu'à la Cour suprême fédérale, et ce sont donc les 9 juges fédéraux ici à Washington qui vont devoir décider si Trump peut ou non se présenter à l'élection présidentielle dans le Colorado et également ailleurs, parce qu'il faut savoir qu'il y a d'autres procédures similaires qui ont été lancées dans d'autres États, notamment des États clés, les États importants, comme le Michigan. Donc potentiellement, il pourrait y avoir un effet boule de neige. Alors, et c'est là qu'on atteint la partie pétard mouillé, la plupart des experts ici ne sont pas d'accord avec Bernard-Henri Lévy et disent que, a priori, la Cour suprême fédérale va casser la décision du Colorado et qu'au final, Trump pourra se présenter, il pourra être candidat sans problème. En attendant, en tout cas, Donald Trump, lui, est toujours candidat. Il est toujours très haut, au plus haut même dans les sondages de la primaire du parti républicain. Cette affaire du Colorado lui permet à nouveau de se poser en victime. Il crie au complot politique. Et ça, on le sait, ça lui permet de mobiliser encore un peu plus ses électeurs.
Merci Antoine, en direct avec nous depuis Washington, Nicolas Donac. Oui, Cette question vous passionne. Oui, vous connaissez mieux que moi les États-Unis. Est-ce que le droit peut l'emporter sur le peuple? Autrement dit, on va avoir un appel au peuple, dire contre le droit. C'est toute la question des démocraties aujourd'hui, aux États-Unis et en France. Les démocraties, c'est deux choses, c'est le peuple et c'est le droit. C'est le plébiscite et c'est les cours constitutionnelles, les cours suprêmes et ainsi de suite. Bien sûr que c'est un bras de fer qui se joue. On va voir. Il y aura aux États-Unis, moi je ne dis pas, contrairement à votre correspondant, je ne dis pas que la Cour suprême va valider l'avis du Colorado. Elle va peut-être l'invalider. Enfin, il y en aura 2. Il y en aura 3, il y en aura 4, on va voir. Et il y aura, moi ce que j'imagine, je ne suis pas un expert des États-Unis, mais j'y passe en effet un peu de temps. Il y aura 2 courants, il y aura des gens qui vont dire plus on s'acharne contre Trump, plus ça veut dire qu'il est méritant et qu'on doit voter pour lui. Et puis il y a quand même des républicains plus raisonnables, nostalgiques de Ronald Reagan ou de John McCain ou d'autres, qui vont dire c'est quand même un peu embêtant. La Constitution aux États-Unis, c'est sacré. Un État qui met en cause cet article 14, ok, 2, 3, 4, ça commence à faire beaucoup. Il y aura les deux choses. Donc on verra. Mais il n'est pas exclu que cette affaire-là ne soit qu'un début et que cela entame tout de même la crédibilité constitutionnelle et républicaine du candidat Trump, ce n'est pas exclu. Et si on a 30 secondes pour faire un peu de politique fiction, On vous refuse rien dans cette émission, Trump n'y va Nicolas. pas, Biden n'y va pas, et à ce moment-là, c'est la bouteille à l'encre. Enfin, à ce moment-là, oui, vous aurez Madame Nikki Haley d'un côté, et vous aurez Kamala Harris ou d'autres en face. Moi, j'espère que Biden, ce jeune homme nommé Joe Biden, j'espère qu'il sera candidat et qu'il sera vainqueur. C'est un président formidable. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu aux États-Unis un président dont les réflexes soient aussi affûtés que ceux du président Biden, sur tous les grands terrains, domestiques, comme on dit, politique intérieure et politique internationale. J'espère qu'il sera candidat et élu. Alors, on a parlé de l'Ukraine très très brièvement, mais vous, donc Bernard-Henri Lévy, vous êtes engagé corps et cœur, n'est-ce pas, en Ukraine, corps et cœur en Israël aussi. Et au fond, comment on peut faire le parallèle entre ces deux guerres ? Pour moi, le parallèle est évident. C'est deux pays, c'est deux démocraties, article 1. Article 2, agressé, et article 3, ayant en face d'elle les deux démocraties en question, Israël et l'Ukraine, les mêmes, c'est-à-dire l'Iran, la Russie, le djihadisme international et probablement la Turquie, dans les deux cas. Voilà. Donc le parallèle pour moi est évident, sans parler de... Je connais en effet un peu l'Ukraine, j'y ai filmé beaucoup depuis 2 ans, j'ai fait plusieurs documentaires, sans parler des volontaires israéliens qui se battent dans les rangs de l'armée ukrainienne, sans compter l'armée ukrainienne qui puise une grande source de son inspiration, de sa culture militaire, dans son admiration pour l'armée israélienne, pour Tsahal. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un vrai lien de vie et d'esprit entre ces deux démocraties assiégées. Alors il y a quand même une différence dans ces deux guerres, c'est la réaction de la communauté internationale en face. C'est-à-dire l'adhésion internationale a quand même a été beaucoup plus immédiate et beaucoup plus... Oui, et beaucoup plus forte. Et beaucoup plus unanime. Oui, mais l'Ukraine a eu une chance par rapport à Israël, c'est que l'Ukraine avait d'emblée un grand leader. Voilà. Volodymyr Zelensky, au moment où son pays a été agressé, a eu une réaction admirable, s'est comporté en héros et a été d'emblée l'un des hommes d'État les plus respectables et les plus dignes de l'époque. Est-ce que c'est la seule différence, Bernard-Henri Lévy ? C'est une différence de taille, oui, parce que, vous savez, moi je me rappelle quasiment jour après jour les débuts de cette guerre contre l'Ukraine. Personne ne misait un copec sur, si j'ose dire, sur la survie de l'Ukraine. Tout le monde avait condamné l'Ukraine, y compris les États-Unis d'ailleurs. Rappelez-vous, 2 jours après l'attaque russe, Biden propose à Zelensky quoi ? Il lui propose de l'exfiltrer. Il lui propose un asile politique aux États-Unis. Et c'est lorsque Zelensky lui répond avec beaucoup de panache et de grandeur, lorsqu'il lui dit « je vous ai pas demandé un taxi, je vous ai demandé des fusils », c'est à ce moment-là que Biden, en effet, se retourne et a le réflexe dont je vous parlais tout à l'heure. Oui, mais la différence, c'est que pour le coup, en Israël,
personne n'a regardé Israël comme devant perdre la guerre et étant le plus faible des deux. C'est peut-être aussi le sujet. C'est ce que je vous dis. Alors oui. en plus, il y a l'antisémitisme, religion planétaire. Oui. Aujourd'hui, il y a une religion planétaire, religion au sens étymologique du mot, qui relie les êtres humains entre eux. Les êtres humains, c'est l'antisémitisme. Il y a un mot d'ordre. Pardonnez-moi, il y a quand même quelque chose qui aurait pu se déjouer en France. Parce qu'au moment de la guerre en Ukraine, il y a immédiatement un mouvement de soutien de l'opinion publique à l'endroit des Ukrainiens. Quand arrive le 7 octobre, on peut faire de la politique fiction en se disant si Jean-Luc Mélenchon n'avait pas immédiatement mis en accusation Israël, peut-être aurions pu avoir un mouvement de soutien pour les Israéliens. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un espoir à avoir dans le fait que le soutien aurait dû être massif, mais il y a quelque chose qui s'est joué du combat politique interne à la France? Est-ce que c'est un espoir ou un regret? C'est un peu un regret. Il y a eu deux choses. Il y a eu Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas au Parlement. Une grande partie, malheureusement, de ce qui se dit la gauche, qui a eu ce réflexe anti-israélien immédiat. Et puis, il y a cette culture antisioniste et donc antisémite, ou antisémite, donc antisioniste, qui est profondément enquistée dans l'esprit français, qui n'attend qu'une occasion de se manifester. C'est ce qui s'est produit après le 7 octobre. Et c'est ce qui explique le peu de soutien sur les otages. Toutes les semaines ici, nous disons, mais c'est la première fois que l'on voit. D'abord, il n'y a pas d'exemple d'une prise d'otage aussi massive dans l'histoire de l'humanité depuis les Sabines à l'époque de la fondation de Rome. On n'a jamais vu ça. Et on n'a jamais vu un soutien aussi misérable de la part de la communauté internationale. La Croix-Rouge qui demande du bout des lèvres accès et qui n'y parvient pas. L'ONU qui ne prend pas la peine de le recommander. Les ONG que je connais bien, avec lesquels j'ai souvent travaillé, qui se conduisent extrêmement mal. Et la France, comment se fait-il, je me suis occupée des victimes d'attentats, comment se fait-il que nous n'ayons pas encore eu d'hommage national aux victimes du Hamas ? Absolument, oui. Je ne comprends toujours pas. Eh bien, vous avez totalement raison. Hommage national, leur nom énoncé, épelé, présenté, leur visage remémoré chaque jour, chaque soir. Bien sûr qu'on devrait le faire. On ne l'a pas fait parce que ce sont des Israéliens. C'est vrai. Bien sûr, c'est vrai. C'est un drame. Sur l'Ukraine, ça n'a pas dû vous échapper. Il y a quand même, de manière insidieuse, un narratif qui s'est inversé depuis quelques semaines. Sur le thème, ils sont en train d'échouer, les Ukrainiens. Il va falloir rendre les armes, s'y résoudre. Mais je crois que les gens se trompent. Je crois d'abord que les Ukrainiens ne rendront, que ça plaise ou non, ne rendront pas les armes, même si l'aide militaire s'arrêtait, même si le Congrès ne débloquait pas en janvier les 50 milliards d'aides prévues, même si nous continuions à nous laisser prendre en otage par Orban à Bruxelles, je crois que les Ukrainiens continueraient. Article 1, les Ukrainiens ne s'arrêteront pas. Et article 2, ils ne sont pas en train de perdre. Ça, c'est un narratif de ceux qui voudraient bien donner raison à Mme Le Pen et en finir avec tout ça, mais les Ukrainiens ne sont pas en train de perdre. Depuis un an, il n'y a pas eu un village ukrainien conquis par les Russes. Le vrai événement de la dernière année, c'est la mer Noire, dont les Ukrainiens ont repris plus ou moins le contrôle. Donc ça, c'est du bidon. Ça, il y a pas de retrait de l'Ukraine. Il n'y a pas la contre-offensive. Elle marche pas comme les films d'Hollywood avec effets spéciaux. Évidemment qu'elle est lente. Les Ukrainiens sont économes de leurs hommes, comme les Israéliens. Font très attention, et c'est vrai. Et puis sans soutien militaire fort, sans F-16, etc., c'est pas facile. Mais il n'y a pas du tout d'échec de l'Ukraine. Ça, il faut s'enlever ça de l'idée. Les Ukrainiens ne perdront pas cette guerre. Ils ne perdront pas cette guerre. La vraie question pour l'Occident, c'est est-ce qu'on veut qu'ils la gagnent très lentement, avec un prix humain horrible, ou est-ce qu'on veut qu'ils la gagnent vite et que l'ordre international soit rétabli dans les plus brefs délais. Auquel cas, il faut les armer très vite. Alors, j'aimerais juste qu'on revienne sur les otages, et notamment sur les témoignages qui commencent à éclore sur les conditions de détention des otages qui ont été libérés. Ange Calderon, donc le grand cousin d'Erez, 12 ans, et de Sahar Calderon, 16 ans, deux jeunes franco-israéliens qui ont été donc libérés par le Hamas fin novembre, a témoigné ce matin au micro d'Europe 1 de ce que donc ces enfants ont pu observer pendant leurs 52 jours de détention. Alors certains propos peuvent être très très difficiles. On écoute.
Erez, il a retrouvé sa naïveté et sa joie d'enfant de 12 ans. Sahar est détruite. Il suffit de voir son visage. Erez, 12 ans, quand il a vu les femmes se faire violer collectivement, il a interrogé sa sœur qui a dû lui expliquer ce que c'était qu'un viol et que c'était un viol collectif. Voir des gens se faire brûler à moitié vifs, voir une femme enceinte se faire éventrer, le fœtus sorti et écrasé d'un coup de botte, ça, pour une enfant de 16 ans qui comprend les choses, c'est irréparable. Alors ce type de témoignage, Bernard-Henri Lévy, arrive au compte-gouttes. Et au fond, il y a comme une pudeur d'Israël et qui permet en face au Hamas d'être dans du négationnisme pur et simple. Pudeur et dignité d'Israël d'un côté, et inculture victimaire de l'autre, de le Hamas. Mais bien sûr, c'est évident. Mais ces témoignages sont insoutenables, et il y en a beaucoup d'autres. Moi, j'ai vu. Il y a bien pire que ça, en fait. Hein, voilà. C'est ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs, c'est qu'en fait, le pire n'est pas dit. Il y a beaucoup comme ça, en tout cas, beaucoup comme ça. Et c'est que vous dire, sinon que cela rend encore plus inexcusable et irrémissible la guerre contre le Hamas. Quand ceux qui disent qu'il y a deux priorités, la libération des otages et la liquidation du Hamas, ont totalement raison. Et aucun démocrate ne devrait se soustraire à ce double impératif: libérer les otages jusqu'au dernier et empêcher le Hamas de récidiver jusqu'au dernier. Maurice Ifergan, vous êtes avec nous. Est-ce que vous avez une question pour Bernard-Henri Lévy? Oui, j'aimerais surtout lui parler et lui donner mon sentiment. Vous savez, Bernard-Henri Lévy, le sentiment qui m'envahit depuis ce 7 octobre, c'est le sentiment de solitude. La solitude d'Israël. Et en dépit des preuves de solidarité de certains de nos alliés, notamment des États-Unis, il y a ici un climat de tristesse, un sentiment de vulnérabilité depuis ce 7 octobre. D'ailleurs, comme après la guerre de Kippour de 73, il y a eu une menace existentielle sur Israël. Alors aujourd'hui, depuis le 7 octobre, j'ai le sentiment que nous sommes condamnés à vivre dans l'insécurité. Alors, Bernard-Henri Lévy, pourquoi Israël doit se sentir si seul et désespéré de l'Occident? Parce qu'Israël est, depuis le jour de sa création, délégitimé, satanisé, parce que c'est le seul État au monde dont l'existence ne va pas de soi. Bien sûr, et d'ailleurs tout à l'heure on parlait des attaques qui semblent se multiplier encore aujourd'hui par le front nord. Je ne vois pas d'autres pays à part l'Ukraine qui soient attaqués comme ça sur tous les fronts par des roquettes. Gérard Larcher tout à l'heure a été obligé, le président du Sénat qui est en visite avec une Israël, a été délégation obligé de terminer une conversation avec le dirigeant de l'opposition, M. Lapid, dans un bunker, parce que je connais ça qu'en Ukraine. Donc il y a deux pays, c'est l'Ukraine et Israël. Et tout ça dans une grande indifférence du monde. C'est même pire que de l'indifférence, d'ailleurs. Le fond du sentiment mondial, c'est que tout ça est dans l'ordre. C'est que tout ça est dans l'ordre, qu'Israël doit s'y faire, que c'est comme ça, depuis sa création. Toute petite question. La gauche israélienne, quand est-ce qu'elle sera de nature à prendre la place de Netanyahou? Toute petite réponse, Bernard-Henri Lévy, parce qu'on va rendre l'antenne. Quand la guerre sera gagnée, avant que la politique reprenne ses droits, et la politique intérieure israélienne, et la politique régionale, tout ça le temps doit venir, mais d'abord gagner la guerre, finir la guerre, gagner la guerre. Merci Bernard-Henri Lévy d'avoir été notre invité. Je remercie également Juliette Méadel, Nicolas Domnac et Maurice Ifergan. Vous restez avec nous sur I24. Dans un instant, Jean-Charles Banoun, il reçoit le président du Sénat, précisément Gérard Larcher, au terme de ses 2 jours de visite.